comment nous menaçons l'avenir, notre propre avenir, en jouant le jeu de la nature, c'est-à-dire en étant un des résultats de cette croissance de la complexité et qui arrive à un moment donné où la question pourrait se poser, la complexité s'est-elle fourvoyée? Est-ce qu'en amenant, en fabriquant un système qui est tellement puissant, qui domine la nature comme personne ne l'a dominée avant lui sur la Terre, aucune espèce animale ne peut faire le centième de ce que nous pouvons faire, aller sur la Lune, aller sur Saturne, faire des bombes atomiques, découvrir le Big Bang, écrire la musique de Mozart, l'humanité est quelque chose de prodigieux. Il y a un très beau paragraphe dans Antigone de Sophocle que je vous conseille de relire, justement, quelle merveille l'être humain. Il avait déjà cette notion fantastique, mais en même temps, cette menace qui pèse sur le fait, justement, d'avoir cette puissance. Et c'est relié, pourquoi ça se présente aujourd'hui? Pourquoi c'est à notre période, dans nos décennies, que nous sommes confrontés à cette menace? C'est relié à quelque chose d'assez simple, en fait. C'est que nous savons depuis assez longtemps que la Terre n'est pas infinie. Le premier qui a mesuré le rayon de la Terre, c'est Ératosthène, un Grec qui a mesuré le rayon de la Terre à 10% près, d'une façon extrêmement astucieuse. Je ne pourrais pas vous le décrire tout de suite, mais c'est génial. Et depuis Ératosthène, 400 ans avant Jésus-Christ, nous savons, contrairement à ce qu'on pensait ou ce qu'on aurait pu penser, que la Terre est une planète qui n'est pas infinie. On a pris conscience de ce que ça signifiait que la Terre n'est pas infinie très récemment. Et ça veut dire que si elle n'est pas infinie, les réserves naturelles que nous pouvons utiliser ne sont pas infinies, les dimensions ne sont pas infinies, et je vais vous l'illustrer par une image qui est très belle, mais en même temps qui est pleine de messages inquiétants quand on la regarde de près. Les cosmonautes en orbite regardent généralement le ciel, font des photographies des galaxies, des nébuleuses, et quelquefois se tournent vers la Terre et regardent la Terre la nuit. Les lumières rouges, c'est les puits de pétrole. Dans les puits de pétrole, là où on puise du pétrole, il y a des grandes cheminées et on brûle du méthane. Venezuela, Irak, Iran, les puits de pétrole en mer du Nord. Aujourd'hui, nous estimons, les meilleures estimations, c'est qu'on a brûlé à peu près la moitié du pétrole qui est stocké sur la Terre et qu'on pourra extraire même à n'importe quel prix. Que d'ici 20 ou 30 ans, on va arriver au moment où la demande va être plus grande que l'offre et qu'on aura épuisé le pétrole. Ça, c'est impressionnant. En moins de 100 ans, on aura épuisé ce que la planète, ce que la vie a mis 100 millions d'années à construire. Le pétrole, c'est fait à partir des végétations dans le fond de la mer qui se transforment au Dévonien, au Carbonifère. En 100 ans, on aura complètement épuisé ce pétrole. Le gaz naturel, c'est à peu près la même chose. À la fin du siècle, il y aura plus de pétrole, plus de gaz naturel, le charbon peut-être encore une centaine d'années. On a donc, vous voyez, cette image nous dit comment on s'est lancé dans cette aventure comme s'il y avait une quantité infinie de pétrole. Dommage. La Terre n'est pas infinie, la quantité de pétrole n'est pas infinie, et nous arrivons à ce problème aujourd'hui des sources d'énergie. On n'aura pas le temps d'en parler beaucoup, ce serait le sujet d'une autre conférence, mais nous serons confrontés d'ici quelques décennies à cet épuisement de cette ressource. Ce que vous voyez en mauve ici, là, ce sont des feux de forêt. De l'espace, on voit les feux de forêt. Les cosmonautes, des amis cosmonautes à moi m'ont raconté comment, en passant au-dessus de l'Indonésie, en passant au-dessus de l'Amazonie, en passant au-dessus de l'Afrique subsaharienne, on voit à perte de vue des feux de forêt. Là aussi, nous savons que nous avons coupé plus de la moitié de la forêt mondiale et que ça se poursuit à une vitesse absolument effarante, en Indonésie en particulier. Dommage, ça se poursuit à une très très grande vitesse. Feux de forêt. Le vert ici, ce sont des pêches aux lampes.
dans la mer du Japon. Quand j'étais avec ma femme, il y a quelque temps, nous étions près de la côte du Brésil, on était entourés de bateaux avec des pêches aux lampes. Bien, tout ça pour signaler que là aussi, nous avons un problème très important. Toutes les grandes pêcheries s'effondrent, on ne pêche plus de morue. Vos ancêtres et les miens venaient pêcher la morue ici, sur les bancs de Terre-Neuve. Il n'y a plus de morue sur les bancs de Terre-Neuve, on a interdit la pêche. Il n'y a plus de harengs dans la Baltique. Un peu partout, les grandes pêcheries s'effondrent. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des bateaux toujours plus efficaces, toujours plus puissants. On va racler le fond des mers comme s'il y aurait indéfiniment des fonds de mer. Il n'y aura pas indéfiniment des fonds de mer. Vous voyez, c'est encore la même absurdité. On a agi comme si les réserves étaient infinies, comme si on pouvait prendre autant de poissons qu'on peut en pêcher avec des appareils de plus en plus puissants et qu'on se rend compte que non, c'est pas vrai. Il n'y a pas un nombre infini de poissons. Aujourd'hui, on pêche plus de poissons qu'il ne s'en reproduit naturellement. Vous voyez vers quoi on va vers ça. Alors, ces lumières bleues ici, ce sont les aurores boréales. C'est la seule lumière ici qui ne soit pas provoquée par l'industrie humaine. Tout le restant, c'est l'industrie humaine et le message est toujours le même. La Terre n'est pas infinie, nous arrivons au bout de nos réserves. Et ça fait non seulement cela, mais qu'est-ce que ça fait de brûler du pétrole, du gaz naturel et du charbon? Ça fait du gaz carbonique. Et le gaz carbonique, qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans l'atmosphère. Alors, ce gaz carbonique, il s'en va dans l'atmosphère. Alors, voici une belle image aussi qui est intéressante de montrer ici. Ça, c'est une image de la Terre prise par des cosmonautes qui s'en allaient vers la Lune et qui se sont tournés vers la Terre au moment où le Soleil se couchait. Le Soleil se couche derrière la Terre et il illumine cette petite lunule qui est notre habitat. C'est là que nous habitons. C'est là notre atmosphère. C'est 100 kilomètres. Et évidemment, cette production massive de gaz carbonique qui se dégage et qui se propage dans l'atmosphère a pour effet qu'on a augmenté pendant notre siècle d'environ 30% la quantité de gaz carbonique dans notre atmosphère. Si on recule de 1000 ans en arrière, la concentration de gaz carbonique dans notre atmosphère, ça ne change pas beaucoup. Et puis vers 1950, hop, ça monte en flèche. Et on s'attend à ce que ça puisse doubler ou tripler d'ici la fin du siècle. Alors qu'est-ce que ça fait d'envoyer beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère? Mais ça fait ce qui s'appelle un effet de serre. Et un effet de serre, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement quand vous, au printemps, vous voulez avoir des fleurs, des primeurs, vous mettez sur vos châssis, vous mettez une plaque de verre. La plaque de verre laisse passer la chaleur du soleil et elle empêche le rayonnement, la chaleur de ressortir, de sorte que dans votre serre, il fait plus chaud. C'est simplement ça, un effet de serre. Le gaz carbonique fait exactement la même chose. Le gaz carbonique a pour effet de réchauffer la planète. Alors ça, c'est quelque chose qu'on prévoyait depuis un certain temps. C'est vers les années 1980 qu'on a commencé à s'inquiéter du fait qu'on envoyait massivement du gaz carbonique dans l'atmosphère. Et qu'est-ce que ça pouvait faire? Est-ce que ça pouvait vraiment altérer la température? C'est une question très légitime qui se posait. Est-ce que cette augmentation de température, constatée à peu près 1 degré au XXe siècle, n'était-elle pas due à des phénomènes naturels? Après tout, il y a eu dans le passé des glaciations, des réchauffements. Et les Nations Unies ont nommé une commission pour étudier cette question. Ils ont rassemblé 2500 scientifiques, les meilleurs de la planète, qui se sont penchés sur cette question et dont le verdict est venu progressivement, mais la dernière version, elle dit « Oui, la planète se réchauffe. 1 degré, c'est réel. Oui, ce réchauffement est dû majoritairement à l'activité humaine, c'est-à-dire au moins 90%. C'était important de le savoir parce qu'après tout, c'était pas évident puisqu'il y a eu des variations de température. Et quand j'ai commencé il y a 2 ans à écrire ce livre qui s'appelle Mal de terre, où j'ai un peu résumé tout ça, le but c'était justement on voyait qu'il y avait
des gens qui disaient « ça va mal » et des gens qui disaient au contraire « tout va bien ». Et un ami à moi, qui s'appelle Frédéric Lenoir, me tannait depuis un certain temps en me disant « il faudrait que tu te mettes à cette étude, puisque c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce qu'il y a vraiment un risque? Est-ce qu'on est vraiment en train de réchauffer la planète? » Alors, je me suis intéressé pour deux raisons différentes. C'est pas mon domaine, parce que je suis habituellement du côté des étoiles, des galaxies, des réactions nucléaires dans l'univers. Mais j'ai une certaine habitude de méthodologie scientifique et c'était un beau sujet scientifique à traiter. Mais c'est aussi parce que je me suis rendu compte progressivement que les problèmes dans lesquels nous entrons sont des problèmes qui ne sont pas à l'échelle de milliers d'années, mais à l'échelle de quelques décennies. Et j'ai des petits-enfants qui ont 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et je me suis dit, ces enfants-là, dans 50 ans, moi je ne serai plus là, mais ils seront encore là. J'avais un double intérêt pour essayer de voir si réellement les problèmes dont on parlait étaient des problèmes réels, si on n'était pas dans un catastrophisme, dans des prophètes de malheur, qui avait raison de ceux qui disaient que la situation était alarmante et ceux qui disaient non, ça va mieux que jamais. Et je dois vous dire que progressivement, j'ai trouvé des documents grâce à Internet, qui est génial pour ça, parce que vous avez toutes les bibliothèques du monde à votre portée. J'ai trouvé des documents qui montraient qu'effectivement, qui étaient assez accablants. Il faut bien dire que la situation est assez accablante et très, très grave. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi il y a des motifs d'espoir, pour que vous repartiez pas déprimés, découragés et tout. Mais je crois que c'est important de se rendre compte des choses, d'être réaliste, de pas se cacher la réalité. Et la réalité, c'est, par exemple, reprenons cette question de la température. Les scientifiques donc, qui ont établi cet accroissement de la température ont montré que la température... Alors, est-ce qu'on peut faire des prédictions? Est-ce qu'on peut dire quel va être l'avenir? Les prédictions dans un domaine humain sont toujours plus difficiles que les prédictions en astronomie, par exemple. Si je vous dis qu'il y aura une éclipse de soleil en 2006, c'est pas le fait que je vous le dis qui va changer quoi que ce soit. L'éclipse aura lieu. Mais si quelqu'un vous annonçait qu'après-demain, il va y avoir un crash boursier, les prédictions dans le domaine humain ont un effet qui amène une réaction qui peut faire changer les choses. De sorte qu'on ne peut faire que des fourchettes, ce qu'on appelle des fourchettes. Et les fourchettes, c'est ceci. Fourchette numéro 1, on continue comme avant. Ce que les Américains appellent business as usual. Business as usual, c'est pour la fin du siècle 5 degrés. 5 degrés d'augmentation. Si, au contraire, on arrive à réagir, si par exemple les accords de Kyoto pouvaient passer, ils sont encore en litige, les accords de Kyoto, ça n'est qu'un tout petit départ. Hein. Les accords de Kyoto consistent à réduire les émissions de gaz carbonique de 6%. Pour stabiliser la température, il faudrait les réduire de 60%. Vous voyez qu'on en est loin. Dans les meilleures conditions, on aura une augmentation de température de 2 degrés. Donc la fourchette entre si on ne fait rien ou si on s'active vraiment, c'est 5 ou 2 degrés. Déjà, nous avons 1 degré. Et qu'est-ce que ça fait d'augmenter la température de 1 degré? Ben, vous pourriez dire, après tout, c'est pas mal pour les habitants de Sibérie s'ils peuvent avoir des fraises. C'est pas ça le problème. C'est pas le fait d'augmenter, ou du Canada, c'est pas d'augmenter la température. Et d'ailleurs, je crois que cet hiver, les Canadiens auraient bien aimé qu'il fasse un petit peu plus chaud. D'après ce que je comprends, vous avez eu vraiment un hiver extrêmement difficile. Le problème de l'augmentation de la température, c'est une déstabilisation des climats. C'est-à-dire des extrêmes climatologiques, des tempêtes plus violentes, plus fréquentes, des inondations, des sécheresses, ce qu'on voit un peu partout dans le monde depuis quelques années, la multiplication de ces phénomènes. Là aussi, il faut faire attention, c'est pas parce qu'on a eu une canicule l'été dernier que c'est l'effet de serre. Il faut être statistique, c'est-à-dire qu'il faut prendre la planète dans son ensemble, il faut voir s'il y a une augmentation de la fréquence de ces extrêmes, et les personnes qui vous répondront le plus clairement là-dessus, c'est les compagnies d'assurance. Et ils vous diront oui, énorme. Et c'est pour ça que les tarifs des compagnies d'assurance augmentent.
nous sommes déjà à 1 degré dans un accroissement de la violence des extrêmes et cela risque de devenir beaucoup plus grave. Ça, c'est la situation qu'il faudra gérer, au moins 2 degrés, peut-être 5 degrés. Alors, 5 degrés, pour vous donner une idée de ce que ça veut dire 5 degrés, il y a 10 000 ans, ici, au-dessus de nos têtes, il y avait 3 kilomètres de glace. C'était une période glaciaire qui s'étendait sur tout le Canada, sur l'Europe. La différence de température entre aujourd'hui et cette période était également de 5 degrés, en moins bien sûr. La température était de 5 degrés en moins. 5 degrés, c'était déjà suffisant pour produire un effet aussi extrême. Donc vous voyez, on est vraiment en train de jouer avec le feu, et ça, il faut en avoir conscience. Ce phénomène de l'accroissement de la température, c'est un phénomène extrêmement grave, extrêmement important. Et pourtant, si vous regardez, maintenant les gens commencent à le savoir. Grâce à ce rapport, les gens commencent à le savoir. Mais c'est pas entré dans les réactions, bien au contraire. Si vous regardez, par exemple, les résultats sur les voitures, vous apprenez qu'on vient de passer à l'échelle mondiale, les voitures sont passées d'une consommation de 10 litres au 100 à 11 litres au 100. C'est tout à fait l'inverse de ce qu'il faudrait. On a, par exemple, cette absurdité que si vous voulez aller à Nice aujourd'hui, ça vous coûte moins cher d'y aller en avion qu'en train. L'avion dépensant à peu près 100 fois plus de gaz carbonique que le train. Et qui peut demander aux gens, surtout s'ils ont des budgets assez serrés, de prendre le train parce que on est dans cette situation absurde où on n'a pas encore pris conscience de cela, de l'importance de ce qui se passe. Par exemple, le transport routier, le camionnage est en croissance, le transport de fret par train est en diminution en France. Ça prend 10 fois plus de gaz carbonique pour envoyer une charge par camion que par train. Voilà une des incohérences dans lesquelles nous sommes. Mais nous continuons avant d'arriver à regarder des choses plus positives. Un problème important et qui aurait pu être très grave, mais qui est en train de se résoudre, c'est le problème de la population mondiale. On a pensé pendant longtemps qu'on aurait ce qui s'appelle une explosion de la population, c'est-à-dire que la population, donc vous savez, elle est passée de moins d'1 milliard en 1850 à 6 milliards. Elle s'accroît extrêmement rapidement et on a craint que cela se poursuive indéfiniment. En fait, heureusement, les nouvelles ne sont pas mauvaises sur ce côté. La population commence à arriver à un plateau et on prévoit que la population va se stabiliser autour de 8 à 10 milliards autour de 2050. Et la plupart des gens pensent même qu'ensuite ça pourrait diminuer. Mais la question se pose justement, est-ce qu'on peut faire vivre 10 milliards de personnes une vie convenable sans complètement détériorer la planète? Ça, c'est le challenge qui se pose à nous. Je reviens à la question de la nourriture. On a de plus en plus de personnes, il y a de moins en moins de poissons. Autre phénomène inquiétant, c'est le fait de l'utilisation massive des engrais, des insecticides, des pesticides, qui a pour effet de rendre une fraction de plus en plus grande de la planète inutilisable. Les terres se stérilisent, les surfaces utilisables se détériorent par cette agriculture productiviste qui a voulu avoir un profit immédiat et mettre beaucoup d'engrais, de pesticides et tout cela. Et vous avez entendu parler des abeilles. D'ailleurs, merci au monsieur qui m'a apporté du miel tout à l'heure, justement. On a eu ce problème des abeilles, du gaucho, du régent. Tous ces problèmes sont reliés à cette idée de produire vite, plus, comme si tout ça était infini, que la surface assignée aux cultures de céréales par habitant diminue. On avait dans les années 1950 presque un quart d'hectare, vous voyez comment ça diminue, pendant que la population continue à augmenter. Vous voyez qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter sur le plan de la nourriture, sur le plan des réserves naturelles. Et puis un autre phénomène qui est inquiétant aussi, c'est évidemment le niveau de la mer. Qu'est-ce qui se passe? Plus on chauffe, plus l'eau s'étend. L'eau, c'est comme le métal, ça se dilate.
L'augmentation de la température a pour effet d'augmenter le volume d'eau, ce qui fait que le niveau de la mer monte. À cela s'ajoute bien sûr la fonte des glaces en Antarctique, dans l'Arctique, mais c'est pas le phénomène majeur. Le phénomène majeur d'augmentation du niveau de la mer, c'est simplement la dilatation thermique de l'eau qui fait qu'aujourd'hui, on commence déjà à évacuer plusieurs îles en Océanie, Tuvalu, Tunuatu, ces îles qui sont à 1 ou 2 mètres du niveau de la mer, les Maldives bientôt, qui seront la montée des eaux, l'augmentation des tempêtes, fait qu'il y a déjà des immigrations. Ces gens vont immigrer parce que leur pays ne sera plus habitable, sans parler du Bangladesh, qui est plusieurs centaines de millions de personnes qui vont devoir être évacuées. Alors, un autre phénomène qui nous touche de très près, vous pouvez dire, oui, les Maldives, c'est loin. Non, il y a des choses beaucoup plus proches. Phénomène suivant. La pollution par des produits chimiques, l'atrazine en particulier, dans l'eau que vous buvez dans votre robinet, a pour effet une diminution de la quantité de spermatozoïdes humains par centimètre cube. Ça, c'est aussi un phénomène inquiétant. Curieusement, cette diminution a commencé aux États-Unis. Elle suit ici en Europe, phénomène de la pollution de l'eau, phénomène général. Je voudrais maintenant vous signaler quelques éléments positifs dans cette situation très sombre. Quel est l'élément positif le plus important, je pense? Ben, c'est la réaction. C'est la réaction de plus en plus violente, de plus en plus forte un peu partout dans le monde. C'est la montée des sentiments, des énergies pour l'environnement, pour l'écologie. Si vous vous souvenez, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, un écologiste, c'était un doux rêveur, c'était un emmerdeur. Aujourd'hui, les écologistes sont pris au sérieux. Les mouvements d'environnement, notre mouvement, nous avons été reçus par Raffarin il y a quelques jours. Raffarin reçoit les mouvements d'environnement, il nous écoute patiemment, ce qu'il en fait, c'est autre chose. Mais enfin, il y a une bonne volonté un peu partout. Nous voyons par exemple qu'en Suisse et qu'en Allemagne et dans les pays scandinaves, les mouvements d'environnement sont de plus en plus puissants. Il y a des mouvements pour la défense des animaux, la défense des animaux sauvages, pour les loups. Par exemple, vous savez que le loup a été réintroduit en Europe maintenant. Le loup, jusqu'à assez récemment, c'était on le tue, on lui coupe les oreilles, on va le vendre au marché. La Ferté-Loupière, c'était un endroit où on allait vendre les oreilles de loup parce qu'on pensait qu'il fallait éliminer les loups. Erreur, le loup fait partie de l'écosystème. L'écosystème, c'est un système en équilibre qui assure la chaîne alimentaire. Il faut respecter toute la vie en général, parce que nous en faisons partie. C'est ça qu'on découvre aujourd'hui. C'est que nous sommes intimement liés à tout ce qui existe et que nous survivrons si nous arrivons à créer, à garder un écosystème en santé, c'est-à-dire une défense de la biodiversité. Alors, je voudrais vous parler d'un autre point positif qui est le trou de la couche d'ozone. Et là, on voit que quand les gens prennent sérieusement en compte un problème, on peut arriver à trouver des solutions à condition qu'on puisse avoir les entreprises, les gouvernements et les scientifiques qui identifient un problème, qui trouvent la cause, qui trouvent ce qu'il faut faire et qui le font. Alors, le cas de la couche d'ozone, c'est un peu un cas exemplaire, en fait. Donc, je vais vous le décrire pour vous remonter le moral. Alors, c'est quoi la couche d'ozone? D'abord, que je vous décrive ce que c'est. La couche d'ozone, c'est une petite quantité d'une molécule d'oxygène. C'est oxygène, 3 atomes d'oxygène font un atome d'ozone, qui se trouve quelque part là, entre 20 et 30 kilomètres. Cette couche d'ozone n'a pas toujours existé. C'est un phénomène assez récent sur la Terre. La Terre a 4 milliards 500 millions d'années. La couche d'ozone est apparue il y a environ 2 milliards d'années. Elle est apparue parce qu'auparavant, l'atmosphère de la Terre était une atmosphère de gaz carbonique et c'est l'existence de la vie marine, planctonique, la respiration des organismes planctoniens qui a transformé notre atmosphère de gaz carbonique et probablement de méthane aussi, qui l'a transformée en une atmosphère d'oxygène. Celui que nous respirons, c'est 2 atomes d'oxygène. Ces atomes d'oxygène en haute atmosphère sont cassés par le rayon ultraviolet du Soleil, se recombinent et forment de l'ozone.
L'ozone a pour effet d'absorber le rayonnement ultraviolet, de sorte qu'il ne se rend pas au sol et les continents deviennent habitables. Les continents étaient inhabitables et inhabités, en fait, il y a 2 milliards d'années, simplement, enfin, une des raisons, c'est qu'il y avait trop de rayons ultraviolets et les rayons ultraviolets, c'est très stérilisant. Donc, phénomène relativement récent. Alors, je vous parlerai tout à l'heure, je le mentionne simplement, on distingue en général 2 ozones. On dit il y a le bon et le mauvais. Il est bon parce qu'il nous protège du rayonnement ultraviolet. Le mauvais, c'est celui qui est au sol. C'est celui qui est dégagé par l'effet des voitures, des oxydes d'azote. Et celui-là, il est mauvais, c'est le même. Mais il est mauvais parce qu'on le respire. Il est mauvais parce que les plantes le respirent et il a des effets, par exemple, très importants sur le système respiratoire, le système vasculaire des plantes. Mais parlons d'abord du bon ozone. C'est là qu'il y a du progrès. Alors, ce bon ozone, tout ça, on a découvert ça récemment, évidemment. Ça n'est qu'à partir du moment où on a eu des satellites, c'est-à-dire 1950, 1960, 70, qu'on a d'abord découvert qu'il y avait cette couche d'ozone, qu'on a découvert quel était son rôle par rapport à nous. Et peu de temps après, on s'est aperçu que cette couche commençait à se réduire, à s'amincir, c'est-à-dire à avoir de moins en moins d'atomes. Et que le phénomène était surtout puissant au-dessus du pôle sud. Maintenant, nous savons que ce n'est pas seulement dans l'Antarctique que l'ozone s'est aminci jusqu'à 80% de sa valeur, mais un peu partout. C'est exact la même chose ici, la même chose dans l'Arctique. C'est particulièrement important dans l'Antarctique. Je vais vous le dire dans un instant pourquoi c'est particulièrement puissant dans l'Antarctique. Alors, première chose, on s'est aperçu que cette couche d'ozone diminuait au cours des années, et cela, ce sont des mesures qui ont été prises par la British Antarctic Survey, qui est en Amérique du Sud, et également par les satellites de la NASA. Alors, vous voyez, on arrive ici en 1965, la couche est assez stable, et puis tout d'un coup, elle commence à dégringoler jusque dans les années 90-95. Pourquoi la couche d'ozone s'amincit? Là, on a fait appel à des scientifiques qui ont identifié la cause. Ils ont dit, c'est à cause d'un gaz qui est produit par l'industrie humaine. Ce gaz s'appelle CFC, chlorofluorocarbone. C'est le gaz qu'on mettait dans les bonbonnes. Vous vous souvenez que les aérosols, on recevait quelque chose qui transportait, qui poussait la matière que vous voulez expulser. Ce gaz, c'est un gaz qui n'existe pas dans la nature, qui a été inventé par les chimistes, parce qu'on a demandé à ces chimistes de faire un gaz, vous voyez, ironie du sort et difficulté des problèmes, faites un gaz particulièrement stable, de sorte qu'il ne soit pas polluant. Il y avait une bonne intention au départ. Alors, si vous parlez à un chimiste de gaz stable, il vous parle de chlore, de fluor, ce sont vraiment les atomes les plus stables. Donc, ils ont fait chlorofluorocarbone. Vous voyez, ils ont mis le paquet. Chlorofluorocarbone, CFC. Ce gaz, bien sûr, se dégage dans l'atmosphère, n'interagit pas, parce que c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce qu'il n'interagit pas, mais il monte dans l'atmosphère. Quand il arrive à 50-60 km, là, il est soumis aux rayons ultraviolets du Soleil. Ça pardonne pas. Pas une molécule ne résiste à ces rayons ultraviolets. Ces molécules sont cassées et les débris de ces CFC commencent à bouffer de l'ozone. Et le côté particulièrement pernicieux, c'est que chaque molécule de CFC peut détruire 1 million de molécules d'ozone. Oui, on aurait pu dire a priori, comment est-ce que vous pouvez imaginer que des petits aérosols puissent avoir un effet global sur la planète? C'est à cause de ça, précisément. 1 million de molécules d'ozone détruites pour chaque CFC. Alors, vous allez dire, c'est pas quand même les habitants du pôle Sud qui se servent de leurs aérosols, parce que les pingouins, que je sache, sont pas particulièrement adeptes de ça. Le problème, c'est que ces réactions sont particulièrement rapides quand il fait très froid. Alors, les CFC se dégagent dans l'atmosphère, vont partout sur la Terre, et là où il fait très froid, en hiver, au-dessus du pôle Sud, il fait moins 80 degrés. Moins 80 degrés, ces réactions sont particulièrement violentes. C'est pour ça
que c'est à cet endroit-là qu'on s'est rendu compte de cette diminution de la couche d'ozone, mais ce phénomène est général, il existe partout sur notre planète. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'en 1989, il y a eu l'alerte des scientifiques. On dit, voilà, c'est clair, on est en train de détruire la couche d'ozone, la Terre ne sera plus habitable si on continue, il faut absolument arrêter cela. Donc, il y a eu une convention à Montréal en 1989, convention de la couche d'ozone, le CFC, interdiction de produire des CFC. On a interdit cette production et la quantité de CFC dans l'atmosphère décroît. Maintenant, nous avons des preuves qu'elle décroît. Est-ce que ça veut dire que la couche d'ozone se récupère? Ça va être long. Ça va être long. On a l'impression qu'elle est en train de se stabiliser. On a l'impression qu'elle est en train de se stabiliser, mais il y a des variations annuelles qui font que, par exemple, l'an dernier, elle était plus profonde que jamais. Mais ça, on espère une variation statistique, une fluctuation, et que d'ici un siècle environ, c'est ça les échelles de temps de ces phénomènes, d'ici un siècle, on aura probablement récupéré la couche d'ozone parce qu'il y a aussi un marché noir de ces CFC, ça se complique toujours un peu, mais en fait, c'est un bon exemple de quelque chose qui a l'air de marcher et qui donne une preuve qu'on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose si il y a, encore une fois, 3 instances impliquées. Les scientifiques qui identifient la cause, qui disent la cause c'est vraiment cela, les entreprises et les gouvernements qui se mettent d'accord pour faire des moratoires à l'échelle internationale. On a eu un phénomène semblable aussi avec les pluies acides. Vous vous souvenez que les pluies acides, on en parlait beaucoup il y a une vingtaine d'années. On voyait se détruire les belles forêts, la forêt noire. Au Canada, au Québec, les forêts étaient complètement desséchées, les lacs étaient stérilisés. On a découvert la cause, c'est les pluies acides, c'est-à-dire les cheminées des grandes centrales thermoélectriques des États-Unis, surtout du nord des États-Unis, qui émettent des quantités de fumée. La suie, cette suie est prise en charge par les vents en haute atmosphère. C'est des suies qui contiennent une certaine quantité de soufre. Ça produit de l'acide sulfurique. Ça produit des pluies acides. Les pluies deviennent acides et cela stérilise les terres. Là aussi, il y a eu une convention aux États-Unis qui a consisté à obliger ces compagnies à mettre des filtres sur les cheminées. Et aujourd'hui, ce problème est largement résolu en Amérique du Nord, en Europe aussi. La situation s'est bien améliorée. En Europe de l'Ouest. Ce n'est pas vrai en Europe de l'Est. Si vous allez vous balader en Pologne, si vous allez en Russie ou en Chine pour aller plus loin, je suis allé récemment, alors là, vous voyez ce que c'est que des pluies acides et des forêts complètement asséchées, brûlées par ces pluies acides. Mais c'est un exemple de choses qu'on a pu régler. Il y a eu aussi le problème des phosphates, par exemple. Les grands lacs au Canada les poissons diminuaient très rapidement. On s'est aperçu que c'était les détergents. Les phosphates, comme étaient dans les détergents, qui retrouvaient leur trajet vers les grands lacs. On a arrêté de mettre des phosphates. On retrouve les populations. Il y a encore une fois toujours cette réaction qui existe, qui est très présente et qui est ce qui donne l'espoir que les gens commencent enfin à prendre conscience de l'importance de ce qu'ils font et qu'ils prennent les moyens pour arriver à guérir. Alors, je vous ai parlé du mauvais ozone, puisqu'on a parlé de l'ozone. Encore une fois, le bon ozone, c'est celui qui est au-dessus de nos têtes, qu'on respire pas et qui nous intercepte les rayons ultraviolets. Le mauvais, c'est celui qui est produit par les voitures, par les oxydes d'azote et en grande partie par la climatisation. On a eu ce drame l'été dernier, comme il faisait très chaud, les gens ont mis les climatiseurs à fond de train, ce qui a produit une très grande quantité d'émissions de ces gaz qui, avec l'influence des photons du soleil, produisent de l'ozone. Ozone, c'est un mot grec qui veut dire qui sent mauvais, ozone. Vous avez probablement déjà, c'est quelque chose que l'on sent après une tempête, par exemple. Après un éclair, quelquefois, il y a cette odeur d'ozone. Et on se sert de l'ozone dans les hôpitaux, c'est aussi quelque chose de très bien pour stériliser. Eh bien, là, nous avons ce problème de la croissance, au contraire. La croissance du mauvais ozone, vous le voyez sur les panneaux des rues quand on vous dit cote 4, 5 ou 6, nous avons cette croissance de l'ozone
dans l'atmosphère parisienne, dans l'atmosphère des grandes villes, qui est un problème et qui est un problème relié là aussi au transport urbain, qui est à la fois ce qui émet le gaz carbonique, mais aussi tous ces éléments qui produisent les problèmes liés à l'ozone. Alors maintenant, nous allons revenir sur cette question. On va faire une sorte de rétrospective historique. C'est toujours intéressant de retourner dans le passé parce qu'on s'aperçoit que des choses que l'on craint se sont passées, et quand on peut analyser les effets du passé, on peut essayer de gérer mieux le présent. Par exemple, je vous ai mentionné que on était en train d'augmenter la température, qu'on allait peut-être augmenter la température de 5 degrés. Alors maintenant, nous avons des données historiques qui nous permettent de reconstituer quelle a été la température moyenne sur la Terre et quelle a été la quantité de gaz carbonique moyen sur la Terre dans le passé qui va jusqu'à des centaines de millions d'années, parce que grâce aux études que nous pouvons faire sur les strates, sur les fossiles au pôle sud, on peut très bien reconstituer le passé. Et là, on s'aperçoit que la température a déjà été beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. Ça, nous sommes ici aujourd'hui. Là, on recule 1 milliard d'années dans le passé. Aujourd'hui, la température est environ de 14 degrés. Température moyenne de la Terre, toute saison inclus. 14 degrés, c'est la température moyenne à la surface de la Terre. Elle vient de monter à 15 degrés. Ce qu'on craint, c'est augmentations de 2 degrés ou de 5 degrés selon les scénarios du futur. Au temps des dinosaures, la température était de 25 degrés. Donc bien plus élevée que ce que nous prévoyons aujourd'hui. Même au temps où l'homme préhistorique s'est séparé du singe, il y a 5 ou 6 millions d'années, on était aussi à des températures élevées. Donc, il y a des précédents de températures élevées, il y a des précédents de gaz carbonique élevés, c'est pas la première fois que ça se produit. La différence, c'est que là, ce sont des phénomènes liés à l'activité humaine. Là, c'est des phénomènes qui sont plutôt liés à des variations de l'orbite de la Terre, de l'excentricité, de l'ellipticité, de l'inclinaison de l'axe de la Terre qui fait que l'insolation est différente, qu'on reçoit plus de température ou plus de chaleur. Tout ceci, ce sont des phénomènes naturels, mais qui nous renseignent quand même sur le passé et qui nous apprennent, qui nous donnent l'expérience du passé. Alors maintenant, on va voir un peu quel a été l'effet de ces variations, quels ont été les effets anciens sur la vie des variations de conditions climatologiques sur le passé de la planète. La vie apparaît il y a environ 4 milliards, 3,8 milliards d'années, et elle est marine. Et la vie sort de l'eau il y a environ 600 millions d'années, donc après que la couche d'ozone a pu permettre aux premiers amphibiens de sortir de l'eau, les reptiles, ensuite les mammifères et tout cela. Et là, on commence à avoir des données plus précises. On n'a pas beaucoup de données précises sur la vie dans l'océan, mais sur la vie hors de l'océan, on a des données intéressantes sur quelque chose qui s'appelle le nombre de familles. Le nombre de familles animales ou végétales qui existent. On commence à avoir des statistiques assez précises en étudiant les couches géologiques, en faisant des données, ça commence à se préciser. Première chose importante, premier résultat important, vous voyez que la vie persiste au travers de toutes ces vicissitudes, et même qu'elle a persisté depuis 3,8 milliards d'années. Une leçon importante, c'est que la vie est extrêmement robuste. Elle s'adapte aux circonstances les plus difficiles, elle est capable de réagir, de s'adapter. Et d'ailleurs, nous avons maintenant des renseignements extrêmement impressionnants sur la résistance, sur la robustesse de la vie microbienne. En tout cas, les microbes, les bactéries peuvent vivre jusqu'à 100 degrés, 110 degrés, peuvent vivre dans la glace, peuvent vivre dans l'eau saline, pratiquement de la saumure, peuvent vivre dans une eau parfaitement alcaline, peuvent vivre dans des circonstances de rayonnement radioactif dans lequel 1 millième seulement nous tuerait. Nous connaissons des bactéries qui résistent. Ça, c'est une capacité fantastique de la vie de résister. On ne sait pas exactement comment ça se passe, c'est une constatation. Et c'est une constatation
que l'on voit par la persistance de la vie tout au long de tous ces changements qu'on a vus, changements climatologiques, volcanisme intense, chute de météorites et tout, la vie se retombe sur ses pieds. Mais il y a des indentations. C'est des indentations, c'est des moments dans la vie de la Terre où une bonne fraction des espèces animales et végétales disparaissent, quelquefois très rapidement, très brutalement, et d'autres espèces apparaissent. Des espèces ne se sont pas adaptées, des espèces s'adaptent. Et cela produit ce qu'on appelle des extinctions. On en compte 5 jusqu'ici. La plus importante se passe il y a 225 millions d'années, entre la fin de l'ère primaire et l'ère secondaire, où 90% des espèces disparaissent. Vous voyez qu'on est passé très près de la catastrophe, de l'extinction de la vie. On ne sait pas très bien pourquoi. On sait qu'il y a eu un volcanisme généralisé. On sait qu'il y a eu des phénomènes de type météorite. On n'arrive pas bien à savoir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à partir de cette extinction, apparaissent en particulier 2 espèces qui vont nous intéresser, les dinosaures et les mammifères. Les dinosaures s'épanouissent, occupent la Terre pendant 150 millions d'années. Ils sont présents partout sur la Terre. Les mammifères, nos petits ancêtres, sont des petits rongeurs nocturnes qui se développent très peu, vraisemblablement parce que les niches écologiques étaient occupées par les dinosaures. C'était une lutte entre les deux dans laquelle les dinosaures étaient les vainqueurs et les mammifères n'arrivaient pas à se développer. C'est du moins ce que disent les spécialistes de cette question. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais je répète ce que disent les plus compétents. C'est qu'il y avait vraiment cette emprise sur les niches écologiques par les dinosaures et les mammifères ne se développaient pas. Arrive il y a 65 millions d'années, la 5e extinction, là on connaît la cause. C'est une météorite. C'est une météorite géante, la dimension du Mont Blanc par exemple. Météorite géante qui frappe la Terre. Nous savons où, nous avons même trouvé le cratère. Il est dans le golfe du Mexique, près du Chicxulub, près du Yucatan. On a retrouvé, on a reconstitué les événements, chute météoritique, température qui monte à 1000 degrés partout dans l'atmosphère, feu de forêt généralisé, on retrouve les suies, on retrouve des formes minéralogiques qui manifestent un impact fantastique. Fin des dinosaures. Les dinosaures sont éliminés à partir de ce moment-là. Et puis, la vie reprend. On retrouve même les premiers pollens qui reviennent après coup. Et par je ne sais pour quelle raison, quelle heureuse raison, les mammifères survivent. Non seulement ils survivent, mais ils s'en tirent très bien. Ils sont débarrassés de leurs ennemis. Et ils se mettent à proliférer, à se diversifier à une vitesse fabuleuse. On voit apparaître en quelques dizaines de millions d'années, on voit apparaître toutes les espèces de mammifères que nous connaissons, les chats, les chiens, les éléphants, les girafes, les singes, etc., comme si le fait que les dinosaures soient disparus avait été pour eux une bénédiction. On peut imaginer que s'ils avaient pu parler, ils auraient dit « Ouf, on est débarrassé de nos ennemis, cette météorite est vraiment un cadeau du ciel. » Tout ça pour dire que nous arrivons maintenant, aujourd'hui, à une période que nous appelons, que les spécialistes appellent la 6e extinction. Nous sommes dans une période où le taux d'extermination des espèces végétales et animales est effarant. Plus de 1000 fois plus d'espèces disparues par année qu'en 1900, par exemple. C'est pas si loin. Ce qui fait qu'on pense, on évalue que d'ici 2050, on aura éliminé de 20 à 30%. Vous voyez, ça commence à compter. De 20 à 30% des espèces animales et végétales auront disparu à cette période. La différence, bien sûr, c'est que les dinosaures, s'ils sont disparus, ils étaient pour rien. Le caillou leur est tombé sur la tête. Ici, les êtres humains jouent 3 rôles. Ils sont la cause. Ils sont la victime potentielle. Rien ne nous garantit que nous ne serons pas les dinosaures de cette extinction. Et nous sommes aussi les sauveurs potentiels. Parce que là aussi, nous pouvons quelque chose. Différence importante, quand la météorite frappe la Terre, en quelques heures, le dommage est fait, et puis ensuite, la vie reprend ses droits, comme on dit. Mais aujourd'hui,
Ils n'ont aucune raison de penser que cette crise présente est à veille de se terminer. On a même des preuves qu'elle est en train de s'amplifier. Qu'est-ce qui pourrait amener la fin de la 6e extinction? Il y a deux scénarios. Il y a un scénario tragique et un scénario plus optimiste. Le scénario tragique, il est très simple, c'est l'élimination de l'espèce humaine. Il est sûr que si l'espèce humaine est éliminée, les baleines, les éléphants diront « Ouf, on l'a échappé belle ». Scénario qui est tout à fait possible. On a cette impression, nous, parce qu'on se pense les meilleurs, la plus grosse tête, le plus intelligent, que nous sommes exemptés de cela. Pas du tout. Il y a eu sur la Terre au moins 10 millions d'espèces végétales et animales. 9 millions ont été éliminées. Pourquoi? Pourquoi une espèce est éliminée? Parce qu'elle ne s'adapte pas, parce qu'elle n'arrive pas à vivre en harmonie, ou parce qu'un caillou lui tombe sur la tête. Sur ce plan, les êtres humains sont vraiment l'espèce qui est au plus bas du palmarès de l'harmonie avec la nature. Nous sommes l'espèce la plus saccageuse, la plus massacrante qui existe. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil un peu réaliste sur l'histoire des rapports entre les êtres humains et les animaux et les plantes. C'est absolument effarant. Nous ne sommes pas exemptés, nous ne sommes pas une espèce que le ciel retiendra, nous ne sommes pas le but de la création, comme on l'a vu penser pendant longtemps. Nous pourrions très bien être éliminés. Et cela, pour beaucoup d'espèces animales et végétales, serait plutôt une bénédiction, comme l'a été l'élimination des dinosaures pour les mammifères. Le deuxième scénario, celui que nous appelons de tous nos vœux, c'est précisément que les êtres humains soient en mesure de réagir, qu'ils prennent à temps les moyens qu'il faut pour arriver à s'en sortir. Là, encore une fois, comme je vous ai mentionné, il y a des choses positives. Il y a une difficulté fondamentale qui est reliée à la démocratie. Nous sommes tous des démocrates, nous tenons à la démocratie. Churchill disait la démocratie, c'est le plus mauvais système excepté tous les autres, c'est vrai, mais la démocratie, elle a un défaut grave, c'est qu'elle ne pense pas à long terme. La démocratie pense à quelle longueur de temps? Les élections. À quoi pense un politicien? À se faire réélire. C'est-à-dire, il va penser à l'échelle de 5 ou 6 ans. Il ne sera pas prêt à prendre des décisions impopulaires pour sauver la planète s'il risque de perdre les élections. Il y a une phrase terrible qui a été prononcée par Al Gore. Vous vous souvenez, Al Gore était le vice-président des États-Unis au moment où Clinton était président des États-Unis, juste avant notre cher Bush. Et à cette période, Clinton a demandé à son collègue, son vice-président Gore, il lui a demandé, Gore est un écolo, il a écrit des livres très bien sur tout ça, il lui a demandé la question, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et Gore a eu cette phrase fatidique qu'il faut amener à mentir, à faire mentir, à rendre fausse, sinon nous sommes foutus. Gore a dit, le minimum requis pour sauver la planète est bien supérieur au maximum possible pour ne pas perdre les prochaines élections. Voilà, dit en peu de mots, le drame de la démocratie. Il faut prendre des décisions à long terme, il faut changer l'esprit des gens de sorte qu'on soit prêt à prendre des décisions qui puissent sauver la planète, même au risque de perdre les élections. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est nécessaire. Si on ne le fait pas, on est foutu. Donc, en résumé, maintenant j'arrive à la fin de cette conférence et je vais replacer tout dans son cadre à partir de la première conférence. Je vous ai parlé donc de la belle histoire qui est la découverte du fait que notre univers est un univers qui n'a pas toujours existé, qui est en évolution et dans lequel il y a ce phénomène fantastique qui est la croissance de la complexité, l'apparition des systèmes, des atomes, des molécules. Et plus un système est complexe, plus il est performant, plus il est capable de faire des choses, plus il peut interagir avec le monde. Et progressivement, on en est arrivé par l'évolution, d'abord aux premiers êtres vivants, les bactéries, et puis ensuite les poissons, les amphibiens, les reptiles, les simiens, les êtres humains. Et on arrive à ce cerveau humain qui est le chef-d'œuvre sur la Terre, en tout cas, de la complexité. On ne sait pas sur d'autres planètes, il y a peut-être des êtres plus complexes que nous. Sur la Terre, c'est certainement ce qu'il y a de plus complexe. Et nous arrivons à ce point où cet être qui a toute cette puissance
se menace lui-même, pourrait être responsable de sa propre disparition. Ce qui pose la question de savoir, l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Est-ce que c'était une bonne idée pour la nature? Vous savez, dans les contes de fées, il y a toujours des fées qui viennent donner des cadeaux aux enfants. Alors, les fées ont donné aux crocodiles des grandes dents pour se défendre, les gazelles courent vite, les tortues ont des carapaces. Les êtres humains, qu'est-ce qu'on leur a donné? Pas grand-chose, sauf l'intelligence. L'intelligence qui est un moyen d'adaptation extraordinaire, qui a permis à nos ancêtres de vivre, de résister dans des conditions extrêmement difficiles, avec des bêtes féroces, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette intelligence qui a amené la technologie, qui a amené la science, qui a amené l'industrie, est en train de nous menacer nous-mêmes. Et la question qui se pose, c'est l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Il n'y a pas de réponse écrite à cette question. Il n'y a nulle part où c'est écrit oui ou non. C'est nous qui allons le démontrer. Si les êtres humains devaient s'éliminer au profil des fourmis, les fourmis sont très heureuses quand il fait chaud, ils vivent très bien dans le désert. Si les êtres humains devaient s'éliminer au profit des fourmis, c'est-à-dire s'il devait disparaître de la Terre l'intelligence, on pourrait dire oui, c'était un cadeau empoisonné. Remarquez que les fourmis pourront évoluer à leur tour et peut-être donner naissance après coup à des singes, à des êtres humains, que le problème se reposera, si on n'en sait rien. Mais pour l'instant, on est face à cela. Nous sommes devant une situation, je dirais, comme un examen de passage. L'examen de passage. Est-ce qu'on peut survivre à son intelligence? Est-ce qu'une espèce, comme l'espèce humaine qui a atteint un haut niveau de technologie, n'est pas irrémédiablement condamnée par son intelligence, ou bien si elle est capable, au contraire, de dominer sa puissance? Nous dominons les forces de la nature comme aucune espèce animale ne les a jamais dominées. Nous sommes dominés par notre propre puissance, et la question, c'est est-ce que nous sommes en mesure de passer notre examen? C'est ça qui va se passer dans les décennies qui viennent. Vos grands-parents n'ont jamais connu des choses comme ça. Il y a 50 ans, on ne parlait même pas de ça. Moi, quand j'étais étudiant aux États-Unis, on voyait l'avenir comme quelque chose de très positif, que tout allait bien, que c'était la fin de la pauvreté, etc., etc. C'est récent. Et c'est récent. Et pourquoi c'est récent? C'est relié au fait que nous avons atteint la dimension où notre activité est à l'échelle de la planète. Tout ce que nous faisons est à l'échelle de la planète. Notre comportement a un effet direct sur notre environnement. Vous avez vu l'augmentation de la quantité de gaz carbonique, par exemple, c'est tout à fait cela. L'homme préhistorique brûlait du bois, mais ça n'avait pas beaucoup d'importance parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes préhistoriques qui brûlaient du bois. Aujourd'hui, nous avons atteint cette dimension. Donc c'est ça, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Il y a la belle histoire, et puis est-ce que cette histoire est une histoire qui n'est pas en train de se fourvoyer? Est-ce qu'il est possible qu'on puisse sauver cette belle histoire, que l'intelligence montre qu'elle est capable d'être intelligente et qu'on puisse arriver à survivre sur la Terre? Merci. Questions et réponses. Première question. D'où vient la Lune et quelle influence a la Lune sur les êtres humains? Alors, première question, d'où vient la Lune? Oui, ça c'est une question à laquelle on a des réponses seulement depuis une vingtaine d'années. Curieusement, c'est resté pendant très longtemps un problème majeur, le problème de l'origine de la Lune. C'est relié au fait, ce qu'on a découvert quand on est allé sur la Lune, que la Lune est extrêmement sèche. Il n'y a pas d'eau sur la Lune, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de lac, mais il n'y a même pas d'eau incorporée dans les pierres. Sur la Terre, n'importe quel caillou que vous prenez contient 1 à 2% d'eau, de molécules d'eau séquestrées dans le réseau cristallin. La Lune n'en a absolument pas. C'est la chose qui a le plus frappé les cosmonautes quand ils sont allés sur la Lune. Le scénario le plus vraisemblable de la formation de la Lune, c'est une collision d'une planète sur la Terre
quand la Terre était relativement jeune, peut-être 50 millions d'années, sur 4 milliards 500 millions, c'est très peu, et c'est une collision rasante, c'est-à-dire une planète a frappé comme ça, de sorte qu'a été éjectée dans l'espace à la fois une bonne partie de l'endroit choqué de la Terre et du matériau de cette planète qui était plus petite que la Terre. On pense qu'elle devait être à peu près comme Mars, c'est-à-dire 1/10 de la masse de la Terre. Et cette matière éjectée s'est mise en orbite autour de la Terre, et la Terre aurait eu des anneaux pendant un certain temps, comme Saturne. Et puis, après un certain temps, ces anneaux se seraient regroupés et ça aurait donné la Lune. Ça, c'est le scénario le plus vraisemblable, celui qui explique le mieux la sécheresse, bien sûr, parce que dans une collision comme ça, les températures sont extrêmement élevées et l'eau et d'ailleurs tous les gaz volatiles. La Lune est aussi remarquable par l'absence totale de gaz volatiles comme du méthane ou de l'ammoniac ou tous ces gaz qu'on trouve ici sur la Terre. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, la Lune a ceci de particulier que c'est un satellite qui, par rapport à la Terre, est pas beaucoup plus petit que la Terre, 80 fois plus petit. Ce qui n'est pas du tout le cas dans le restant du système solaire. Par exemple, Jupiter a des satellites. Les satellites sont peut-être 1000 fois plus petits. Nulle part on a de planète qui a un satellite qui soit proportionnellement assez gros. Et on sait maintenant que la présence de la Lune autour de la Terre joue un rôle, quelque chose comme un volant. C'est-à-dire le fait que la Lune tourne autour de la Terre empêche l'axe de la Terre de bouger. On sait que toutes les autres planètes, les axes bougent, de sorte que les régions polaires deviennent des régions équatoriales progressivement. Ça arrive à Mars, ça arrive à toutes les autres planètes. La Lune assure à la Terre une bonne stabilité pour avoir son axe polaire toujours dans la même direction, ce qui certainement a joué un rôle important dans l'évolution de la vie. Plusieurs personnes disent que sans ça, la vie n'aurait pas pu apparaître. Moi, j'ai des doutes. Je pense que la vie est quand même très adaptable. Elle n'aurait même pu s'adapter à des changements comme celui-là, mais certainement que le cours de l'évolution de la vie aurait été très, très différent. Deuxième question. Si les océans se réchauffent, que va devenir la couche de méthane au fond des océans? Oui, ça c'est aussi un autre des dangers qui nous attend et qui nous inquiète beaucoup, c'est que il y a des gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre. Ce sont les gaz qui effectivement retiennent la chaleur du soleil. Celui qui est le plus important sur notre planète, c'est le gaz carbonique qui fait 95% de l'effet de serre. Mais le méthane, il y a du méthane dans notre atmosphère. Le méthane est beaucoup plus efficace, peut-être 100 fois plus efficace que le gaz carbonique pour retenir la température, mais comme il y en a beaucoup moins, le méthane, pour l'instant, n'est pas un contributeur important. Ce qui nous inquiète, c'est que nous savons que dans le Grand Nord, au Canada, en Sibérie, il y a ce qu'on appelle du permafrost, du pergélisol. Ce sont des glaces qui restent glacées à l'année. Et que dans ces glaces, il y a beaucoup de méthane de séquestré dans les molécules d'eau. L'augmentation de la température aura pour effet de libérer ce méthane. Vous avez parlé aussi du méthane qui est séquestré dans le fond des océans, dans les plateaux continentaux. Ce sont les fleuves qui déposent continuellement des débris. Il y a beaucoup de plateaux continentaux qui contiennent du méthane. Et l'augmentation de la température pourrait aussi libérer ce méthane, ce qui augmenterait l'effet de serre. Il faut dire par contre que le temps de résidence du méthane dans l'atmosphère n'est pas très élevé. Une molécule de méthane dans l'atmosphère ne reste pas plus de 10 ans en moyenne avant d'entrer en réaction chimique avec d'autres molécules et de disparaître. Ce qui n'est pas le cas du gaz carbonique, qui est là pour 1000 ans, 100 ans au moins. Donc il y a les deux. Le méthane, si on dégage le méthane des couches polaires et des socles continentaux, on aura une augmentation de l'effet de serre, mais cette augmentation sera moins durable, disons,
que celui du gaz carbonique. Mais tout ça, ça fait partie des prévisions. On sait pas ce qui va se passer. La climatologie est un art, une science très compliquée et très incertaine, comme chacun sait. Donc, on peut faire des scénarios, mais il y a toujours des incertitudes, et en particulier sur le méthane. On ne sait pas si le méthane jouera un rôle important ou non comme gaz à effet de serre. On espère que non, parce qu'autrement, ça augmenterait la température à des valeurs extrêmes. La Terre pourrait devenir comme Vénus. Vénus, par exemple, comme vous savez, est une planète jumelle de la Terre. Elle lui ressemble sur tous les plans, presque la même masse, à peu près la même distance au Soleil. La différence, c'est qu'à la surface de Vénus, il fait 480 degrés. 480 degrés. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de Vénus, c'est du gaz carbonique. Complètement du gaz carbonique. Donc, un effet de serre gigantesque. Le Vénus, c'est pour nous un peu l'image de ce qu'il faudrait pas qui arrive. On sait que si on laisse monter la température, progressivement, on pourrait atteindre des températures aussi extrêmes et avoir là peut-être même une disparition de la vie. Ça fait partie des scénarios vraisemblables, plausibles, incertains, mais qu'il faut à tout prix chercher à éviter. C'est pour ça qu'il faut utiliser vos climatiseurs au minimum et diminuer vos vitesses, parce que plus vous allez vite, plus vous émettez de gaz carbonique avec votre voiture. Geste concret. Troisième question. Est-ce qu'il y a forcément quelque chose plutôt que rien? Ah, là vous posez la grande question que posait Leibniz, qui disait la question fondamentale, c'est pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. C'est une question à laquelle nous n'aurons jamais de réponse, forcément dans un sens, parce que s'il y avait rien, on poserait pas la question. Mais de toute façon, c'est une question. Moi, je pense qu'il y a deux questions fondamentales qu'il faut poser. Quand on les a posées, on a éclairci le territoire, on a admis qu'on n'a pas de réponse et on peut continuer. La question numéro 1, c'est celle de Leibniz, qui disait pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Et la deuxième, c'est celle que pose la science moderne. Pourquoi ce quelque chose s'est organisé plutôt que de rester à l'état de chaos où il était? Parce que c'est bien ce qu'on a vu, que ce quelque chose, cette matière, ces particules ne sont pas restées à l'état de chaos, mais se sont organisées. Alors on peut répondre, oui, elles se sont organisées parce qu'il y a des forces dans la nature, mais ça ne fait que déplacer le problème. Parce qu'on peut poser la question de savoir pourquoi il y a des forces plutôt que pas de forces. Et pourquoi, j'en ai parlé lors de la première conférence, il y a ces lois de la physique qui sont tout à fait remarquables parce que nous savons qu'elles sont les mêmes partout, que nous avons pu les tester à l'autre bout de l'univers, que nous avons pu les tester il y a des milliards d'années, alors que tout change dans l'univers, que l'univers se refroidit, etc. Il y a tous ces changements. Il y a une chose qui reste inchangeante, ce sont les lois de la physique, non seulement dans leur forme analytique, la forme de Newton M1, M2 sur R2, mais même dans la constante de Newton, la constante G, dont la valeur numérique elle-même n'a pas changé de plus de 1% depuis le Big Bang. Donc ça pose la question fondamentale. Qu'est-ce que ça signifie, le fait qu'il y a des lois dans la nature? Qu'est-ce que ça nous dit sur la nature? C'est une autre façon de dire pourquoi il y a eu cette organisation. Mais ce phénomène, j'en ai parlé la dernière fois, de ces lois, qu'est-ce que c'est que ces lois? Alors, là, il y a deux écoles qui se disputent depuis 2500 ans et on n'a pas progressé. Il y a l'école de Platon et l'école d'Aristote. À l'école de Platon, c'est de dire les lois, les chiffres, les idées existent dans un monde qui est en dehors de notre monde. Ce qu'en anglais, on appelle un mindscape au lieu de landscape. Je ne connais pas de traduction française à mindscape, mais vous voyez ce que je veux dire. Qu'il y aurait un monde où existent ces lois, ces chiffres, et que le monde réel n'est qu'une application, rappelez-vous de la caverne de Platon, un écho de l'existence de ce qui est fondamental, ce sont les idées. Ce qu'on retrouve chez Pythagore aussi par rapport aux notes de musique, l'importance des chiffres dans les octaves, dans tout ça. Ça, c'est l'école platonicienne. L'école aristotélicienne dit non. Les idées sont dans la matière, sont incluses dans la matière, n'existent pas en dehors de la matière. Ce débat, vous le retrouvez tout au long de la littérature. Il y a eu récemment un livre qui a été publié ici, un mathématicien qui s'appelle Kohn, qui défend l'idée platonicienne, et puis Jean-Pierre Changeux, biologiste moléculaire, qui défend le point de vue aristotélicien. On n'a pas avancé d'un pas là-dessus.
on reste devant ce mystère tout à fait extraordinaire qui se formule de la façon suivante. Est-ce que 2 plus 2 faisait 4 au temps des dinosaures? Voilà une question pour vos longues nuits d'insomnie. Est-ce que 2 plus 2 faisait 4 au temps des dinosaures? Mais au temps des dinosaures, personne n'avait inventé, que l'on sache, n'avait inventé les chiffres, que l'on sache, les dinosaures ne faisaient pas de géométrie d'Euclide. Pourtant, la question se pose. Et elle se pose d'autant plus que nous savons aujourd'hui que les dinosaures, comme nous, comme les diatomées, obéissent aux lois de la physique et de la chimie, et que ces lois sont exprimées en termes de mathématiques. Vous voyez, ça aussi, ça pose un problème pour vous torturer le cerveau. Si vous en avez envie, vous n'en sortirez pas. Sachez simplement que vous êtes dans une tradition millénaire et qu'on n'a pas avancé d'un pas sur cette question. Et c'est du même ordre de pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, pourquoi il y a des lois, pourquoi il y a des chiffres, pourquoi ces chiffres régissent la réalité. Où sont ces chiffres? Est-ce que 2 existe? Vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire exister pour 2? Je sais ce que ça veut dire exister pour un chien, mais pour 2, qu'est-ce que ça veut dire exister? Vous voyez, on est toujours à la limite du sens des mots quand on cherche ces choses-là, et cette espèce de fond totalement mystérieux dans lequel la science évolue. Elle évolue très bien, hein. Les chiffres sont un instrument fantastique, les mathématiques sont le langage de la nature, comme disait Galilée. On arrive à décrire la nature avec une précision fantastique au moyen des chiffres. Les physiques atomiques prédisent des résultats, prédisent théoriquement des résultats qui sont confirmés avec une précision d'une partie dans 1 milliard. 1 milliard. Les 8 premiers chiffres de la réponse sont bons. C'est ceux qui ont prédit la théorie à partir de concepts mathématiques. C'est ce qu'Einstein appelait l'invraisemblable efficacité des mathématiques. Tout ça, c'est des choses tout à fait mystérieuses. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de votre attention.